Bonsoir à tous. Merci d'être présents à nouveau pour cette quatrième conférence de notre cycle sur Paris, lendemain de guerre. Aujourd'hui, nous accueillons Sylvie Zedman, qui n'est pas du tout une inconnue pour nous, puisque elle connaît bien les fonds des archives de Paris, pour avoir longtemps travaillé dans un service d'archives voisin, qui sont les archives de la Seine-Saint-Denis, puis ensuite comme conservatrice aux archives nationales, où elle s'est notamment occupée du fonds du ministère de l'Urbanisme et de la Reconstruction. Et elle a rejoint la ville de Paris très récemment, puisqu'elle est aujourd'hui conservatrice au musée, musée du Général Leclerc et de la Libération de Paris, musée Jean Moulin. Voilà. Et donc, Sylvie va nous parler aujourd'hui du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme et de l'indemnisation des dommages de guerre mobiliers après la Seconde Guerre mondiale. J'en profite pour vous dire deux petits mots sur les prochaines conférences. Donc, vous avez vu le programme. La prochaine conférence, le 3 décembre, sur le retour à l'intime au sortir de la Seconde Guerre mondiale par Guillaume Piketty. Et enfin, la dernière, le 10 décembre, la reconstruction de la vie juive française et l'aide américaine, le 10 décembre, par Laura Hobson-Faure. Et puis, je peux d'ores et déjà vous indiquer que nous reprendrons un nouveau cycle de conférences au début de l'année prochaine, vraisemblablement dans le courant du mois de janvier, dans la seconde partie du mois de janvier, et que nous sommes donc le programme est en cours d'élaboration. Et le thème de ce cycle sera Paris et les arts du superflu. Voilà. Donc, Paris et les arts du superflu. Les arts, oui, les arts au pluriel du superflu. Voilà. Et donc vous serez informés évidemment par les moyens habituels du programme de ce nouveau cycle, toujours organisé en partenariat avec le comité d'histoire de la ville de Paris. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence et je remercie Sylvie encore pour sa participation. Merci. Bien, merci. Bonjour à tous. Alors, est-ce que le micro est bien placé? Là, vous m'entendez bien? Non, pas trop. Voilà. Là, c'est mieux. Donc, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour une intervention qui va, pour ceux qui étaient là lors de la conférence d'Isabelle Bacouche et de Sarah Agence-Burger, qui va leur rappeler certainement quelques petites choses. Donc, comme l'indiquait Guillaume Naon, je suis actuellement chargée de mission auprès de l'établissement public Paris Musée de la ville de Paris. Je m'occupe du transfert du musée qui est actuellement sur la dalle Montparnasse, qui est peu connu, qui est très mal placé et qui en 2019 rejoindra d'Enfer Rochereau. Donc si vous voulez, on pourra en parler après si ça vous intéresse de ce projet. Donc auparavant, comme l'indiquait Guillaume Naon, j'étais responsable d'un département aux Archives nationales qui s'appelait le département, qui s'appelle toujours Environnement, Aménagement du territoire et Agriculture. Et à ce titre, j'ai participé au projet scientifique et culturel des Archives nationales pour un projet particulier qui s'appelait Dommages de guerre, et dans lequel on souhaitait mettre à disposition des chercheurs, des lecteurs, l'ensemble des fonds conservés aux Archives nationales sur la thématique des dommages de guerre de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Et à ce titre, on a choisi quelques fonds qu'on a mis spécifiquement en valeur, en les traitant et en mettant certaines choses en ligne. Les fonds du cabinet du ministre de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Alors je vais dire MRU, parce que ça ira beaucoup plus vite. Donc c'est le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, le MRU. Les albums de la photothèque, d'ailleurs j'ai quelques photos à vous montrer, et puis un fonds très spécifique dont je vais vous parler aujourd'hui, qui porte une cote 1978-0332 et qui comportait des dossiers de demande d'allocation mobilière. C'est des fonds c'était des dossiers qui ont été traités par ce fameux MRU dans le cadre des indemnités des dommages de guerre. Donc, vous le savez, le travail archivistique, ça consiste à classer, à conserver et à communiquer au public des fonds
grâce à des inventaires, et ces inventaires doivent être le plus précis possible, et notamment indiquer qui est le producteur et pourquoi il a fait cette activité. Et là, pour ce fonds-là, eh ben, ça n'était pas du tout simple. Je vous en toucherai 2 mots, mais on avait du mal à comprendre ce qu'était ce fonds et pourquoi il était là. Donc, ce que je vais évoquer avec vous, c'est en fait mon travail d'enquête archivistique et historique. Donc, d'une part, les questions que je me suis posées et que toute l'équipe scientifique s'est posée quand on a commencé à traiter ce fonds. Ces questions nous ont amenés à étudier de près le travail que faisaient les agents de ce ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, et surtout ce qui s'est passé après le travail, c'est-à-dire la façon dont ces dossiers ont été conservés. Donc Guillaume va écouter avec attention, je pense que là ça va être assez intéressant en fait. Et puis après on prendra le temps de regarder le contenu des dossiers, parce qu'il y a une question qu'on s'est vraiment posée, c'est est-ce qu'ils traitaient de l'indemnisation, du pillage, de la spoliation des Juifs. Donc, vous voyez que je suis en train de venir sur ce que Isabelle Bacouche et Sarah Gainsbourger ont déjà évoqué. Alors pourquoi nous sommes-nous posé des questions sur ce fonds? Bon, a priori, l'opération était assez simple. Dans le cadre de ce projet dommage de guerre, nous avions des fonds à traiter, dont ce fonds 1978-0332. Il s'agissait de dépoussiérer les dossiers, de les reconditionner, et puis de documenter la base informatique des archives nationales en indiquant le nom, le prénom du demandeur, puisqu'il s'agit de dossiers de demande d'allocation, la date et le lieu de sa naissance, le nom de son conjoint, quand conjoint il y avait, et puis l'adresse du bien sinistré. Alors, il s'agit de sinistre. Je reviendrai sur ce mot tout à l'heure. Bon, donc a priori pas de problème. 153 boîtes cochards, c'est-à-dire vraiment un tout petit fond pour les archives, c'est vraiment pas grand-chose. Ça représente quoi, 20 mètres linéaires maximum. Donc une vingtaine de mètres. Bon, donc avec un nombre variable de dossiers par boîte, bon, rien d'infaisable. Alors, je vais vous montrer à quoi ressemblaient ces dossiers. Excusez-moi, je me suis préparé quelque chose d'un peu compliqué, je crois. Donc, voilà un dossier type. Donc, dans le dossier type, on trouve une demande d'allocation. Alors, j'ai embêté tout le monde pour qu'on m'installe XNView pour pouvoir vous le montrer. Pardon ? Par contraste. Enfin, vous me direz. Je vais vous le montrer comme ça parce que ce sera plus simple. Voilà. Donc, vous montrez. Donc là, il s'agit du dossier de Madame Gray. Il porte un numéro, un numéro que nous on va retrouver. C'est ce numéro qu'on va indiquer dans l'inventaire, 5195 DOM. Et puis, comme vous le constatez, c'est pas simple à remplir. Il y en a beaucoup qui sont raturés comme ça, parce que en fait, là, c'est tout simple. La dame, elle savait pas s'il fallait qu'elle indique son patronyme ou son nom de femme mariée. Voilà. Et elle est cantatrice et elle habite rue Blanche. Bon. Donc, dans la plupart des dossiers, qu'est-ce qu'on trouve d'autre ? On trouve des éléments d'état civil, donc naissance, acte de naissance, enfin copie d'acte de naissance, d'acte de mariage, et des inventaires. Et ça nous intéresse beaucoup pour notre propos. Alors ici, vous avez l'inventaire de Madame Gray. Alors, inventaire de linge, donc elle donne des paires de draps, vous voyez, les thés d'oreiller, bon, tout ce qui peut constituer en fait un trousseau, finalement.
quelques douzaines de torchons, etc., du linge de corps. Donc vous avez réellement une liste des biens. Alors, je vais attirer votre attention sur... Alors, il y en a 7 pages, hein, mais sur la page 2. Pourquoi? Parce que là, on regarde et on voit quoi? Que tout est parti, en fait. Tout est parti jusqu'aux ampoules électriques. Alors, pour ceux qui ont entendu Sarah Gainsbourger, elle vous a certainement parlé de ça. Donc ça, c'est quelque chose d'assez significatif. Tout est parti. Tout a été emporté. Il ne reste plus rien dans l'appartement. Vous voyez, tout est... l'ensemble de l'inventaire et de la liste des biens. Donc voilà de quoi se compose les dossiers. Il y a aussi des éléments de preuve du sinistre, c'est-à-dire des témoignages de concierges, des témoignages de voisins. Parfois, une enquête diligentée par le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, qui s'interroge sur le bien fondé de certaines déclarations d'inventaire de biens. Et puis, un gros dossier administratif qui, sur le calcul des montants d'indemnisation et le règlement de l'indemnisation. Bon, parfois, sur certains dossiers, je vous l'ai mis parce que j'ai trouvé ça intéressant. Voilà le dossier de monsieur Staraselski. Parfois, il y a des intrusions inopinées de l'administration. Bon, là, vous voyez, il a joint une attestation qui est en fait une attestation du Front national de lutte pour la libération et l'indépendance de la France. C'est-à-dire qu'il a une attestation d'un mouvement de résistance qui était d'obédience communiste, il ne faut pas se tromper, qui était d'obédience communiste. Et vous voyez que la personne qui a traité le dossier se demande ce que ça veut dire « je certifie sur l'honneur ». Mais il intervient un petit peu dans le dossier. Bon. Donc, ce qui nous a en fait vraiment embêté dans ces dossiers qui semblent très classiques, hein, finalement, c'est qu'il n'y avait pas de documentation autour. Généralement, quand on a un fonds, on a quelques dossiers qui expliquent en fait pourquoi il y a des dossiers de demande diverses dans le fonds. Là, il n'y avait rien, il n'y avait aucune explication. Et le bordereau de versement, qui est l'acte par lequel, si vous voulez, c'est un acte écrit et signé, une espèce de contrat par lequel, en fait, il y a un transfert, les archives passent de l'administration aux archives. Et bien sur ce bordereau, il n'y avait pas grand-chose. En fait, on sait simplement que c'est un fonds qui est rentré en 1978 aux Archives nationales. Et donc là, c'était une première interrogation. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que des dossiers et pas d'explication? La deuxième chose, c'est que les dossiers étaient très homogènes, classés par numéro, mais il y avait énormément de trous. C'était une série à trous, c'était un gruyère. Et puis aussi, on s'est dit que c'était quand même curieux que des dossiers ne concernent que Paris. Bon. Et puis, en fait, l'immense majorité des dossiers, pour tout vous dire, présentent des inventaires similaires à celui qu'on a vu, c'est-à-dire des appartements totalement vidés jusqu'aux ampoules. Et donc, on a commencé à se demander s'il ne s'agissait pas d'indemnisation de la spoliation des Juifs. Et donc, vous savez que le principe qui avait été arrêté déjà par la France libre, hein, c'était que après la guerre, il y aurait restitution des biens aux personnes qui avaient été sinistrées et qui avaient été pillées. Sauf que la restitution n'a pas pu se faire dans la plupart des cas. Il y a un fonds aux Archives nationales qui porte la cote AJ38, qui est le fonds du commissariat général aux questions juives et qui inclut aussi l'activité du service de restitution après la guerre. Donc il y a bien eu des restitutions, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas pu retrouver les objets dont ils avaient été pillés. Et ceux-là sont rentrés dans un cadre général qui est le cadre de l'indemnisation.
Alors, on s'est intéressé de très près, du coup, au travail effectué par le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, parce que c'est quand même assez étonnant de se dire que c'est ce ministère-là qui s'est occupé d'indemnisation. Donc, en fait, bon, le bilan humain de la Seconde Guerre mondiale est très lourd, vous le savez, mais le bilan matériel a été très très lourd aussi. On a compté 22 000 kilomètres de voies ferrées qui étaient touchées, 2 millions d'immeubles à peu près qui étaient endommagés, donc 425 à 460 000 totalement détruits. Alors je vous donne beaucoup de chiffres, hein, mais c'est pour vous dire que c'était vraiment très très lourd, et 5 millions de sinistrés. 5 millions de personnes sinistrées, et notamment par les bombardements. Pour la Première Guerre mondiale, il y avait eu déjà une loi en 1919 qui a édicté une charte des sinistrés, qui avait prévu d'indemniser les sinistrés s'ils reconstruisaient au même endroit. Mais pour la Seconde Guerre mondiale, ça s'est passé de manière un peu différente. Figurez-vous que c'est les bases de l'indemnisation et de la politique de l'après-guerre ont été posées par l'État français, juste après la défaite. Autrement dit, dès 1940, dès octobre 40, donc vous voyez, hein, c'est très très rapide, l'État français crée un commissariat technique à la reconstruction. Et en février 41, une délégation à l'équipement national. Il s'agissait de se dire, bon, il y a des destructions, mais on ne va pas faire on va pas refaire à l'identique ce qui a été détruit. On va en profiter pour de faire des programmes d'urbanisme. C'est d'ailleurs ce qui s'est produit. Donc, à la Libération, les services du commissariat et de la délégation étaient transférés au ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme, au MRU, qui a été créé en 1944, et ses attributions ont été précisées en 1945. Alors là, excusez-moi, c'est une très mauvaise carte. C'est une carte que j'ai prise dans l'inventaire, qui se trouve aux archives de Paris, qui se trouve ici, mais qui vous donne un petit ordre d'idée. Pour la Première Guerre mondiale, vous aviez, je crois, 13 départements qui ont été touchés qui ont été sinistrés. Eh ben, même sans avoir la légende, vous voyez sur cette carte qu'en fait, là, pratiquement tous les départements français ont été touchés, d'une manière ou d'une autre. Grâce à ma collègue Alice Marsal des Archives nationales, je peux vous montrer des photos de la photothèque du MRU, justement, et qui montrent un petit peu les travaux qu'ont fait voilà. Est-ce que vous voyez bien ? Oui. Donc, les travaux qui ont été faits sous l'égide du MRU. Parce que les attributions du MRU, ça consistait à déblayer les décombres. Et là, en 3 ans, il y a eu 80 millions de mètres cubes qui ont été déblayés. Il y a eu 13 millions de mines terrestres qui ont été désamorcées. Donc ça, c'était une partie du travail. Donc là, ce que vous voyez, c'est à Lorient, un chantier de construction d'État sur la cité du Polygone en 1947. Ici, assez impressionnant aussi, c'est Saint-Lô. Non, c'est Saint-Lô, oui. C'est l'église Notre-Dame de Saint-Lô. Vous savez que Saint-Lô a été vraiment extrêmement touché par les bombardements. Une dernière. Là, vous avez Orléans. C'est l'îlot 4 en 1945. Vous voyez l'état et puis il y a beaucoup de villes françaises qui étaient dans cet état. Donc ça, déblayer les décombres, ensuite édifier des baraquements provisoires, faire des réparations. Donc en 3 ans, il y a 700 000 logements sommaires qui ont été
700 000 logements qui ont été sommairement réparés, 100 000 ont été construits, donc c'est un rythme vraiment très important. Donc troisième chose confiée au MRU, établir un plan d'aménagement, donc ça c'est une autre histoire. Hein. Et puis, rentrer dans ses attributions, le fait d'indemniser les sinistrés. Donc vous voyez le terme de sinistré, à qui il s'applique ? Il s'applique à tous ces gens, principalement à tous ces gens qui ont été touchés par les bombardements. Il y a une loi qui est une loi fondamentale, qui est une loi du 28 octobre 1946. Cette loi indique que c'est la solidarité nationale, autrement dit, c'est l'État, c'est l'impôt national, qui prendra en charge l'indemnisation des sinistrés. Alors ça concerne principalement ce que vous venez de voir, hein, tous ces bombardements, il va falloir reconstruire, etc. Ça concerne les personnes indemnisées sont des personnes françaises. C'est indiqué dans la loi. Ça ne concerne que les Français. Vous allez voir que ça a forcément une incidence. Et les biens mobiliers seront aussi concernés, à condition qu'ils ne soient pas somptuaires. Bon, c'est pas trop. Donc, grâce à cette loi, en fait, il va y avoir des millions de dossiers de demandes d'allocation qui vont être déposés. 6 millions de dossiers. C'est énorme. Sur ces 6 millions de dossiers de demandes d'indemnisation, donc ça concerne toutes les personnes qui ont été sinistrées, quelle que soit la nature du sinistre. Et d'ailleurs, les services ont beaucoup de mal à évaluer la nature des sinistres. Sur ces 6 millions, vous avez 3 millions qui concernent des dossiers de biens mobiliers, de toutes sortes. Donc la moitié. Et parmi ces demandes, vous avez 1 700 000 demandes qui concernent des biens mobiliers familiaux. Donc là, on rentre vraiment dans l'intimité des gens. Donc c'est une masse tout à fait considérable. Et pour traiter ces demandes, il y a, je crois, 170 000 agents qui ont été mobilisés à raison d'un service par département. Je vous ai montré la carte, vous avez vu que tous les départements pratiquement sont concernés. Quand les dossiers étaient clos dans un département, le service départemental était fermé et tout son travail était remis à un centre de règlement qui regroupait comme ça le travail de plusieurs départements. Donc ça faisait une forme d'entonnoir, hein, d'un point de vue administratif, de travail administratif. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui. Et donc c'est regroupé au fur et à mesure. Donc dans les années 60, hein, en 1960, il reste 15 services en département, donc il y avait encore des dossiers, et puis 11 centres de règlement. Ça commence à s'épuiser quand même. En 1974, Paris devient le centre national de règlement des dommages de guerre, donc tous les dossiers convergent à Paris, en fait, hein, pour ceux qui ne sont pas encore clos, pas encore traités. Il emploie 20 agents, ce centre, et en 1985, ce centre est fermé, centre national. Donc avec un travail considérable qui a été accompli. Sauf que voilà, le travail administratif a été accompli, mais maintenant, comment ça va se passer le versement aux archives ? Ça devient intéressant. Alors, donc, moi je suis là avec mon fonds 1978-0332, je sais ce qu'il y a dans les dossiers, j'ai bien compris que c'était des dossiers d'indemnisation des sinistrés, sauf que je ne sais toujours pas pourquoi ils se retrouvent comme ça aux archives nationales et si petits finalement par rapport à cette masse extraordinaire des dossiers. Donc, je suis allée en fait aux archives de Paris, ici, là-haut, et j'ai commandé des cartons de dossiers d'indemnisation des dommages de guerre, ici, aux archives de Paris, pour les comparer avec ceux que j'avais aux archives nationales. Et alors, déjà, chose très très intéressante, c'est qu'ici, aux archives de Paris, vous avez beaucoup de dossiers de fond. Donc on comprend beaucoup mieux cette histoire d'indemnisation parce que tout ce que je viens de vous dire sur le MRU, une grande partie, eh bien je l'ai trouvé ici, aux archives de Paris. Les dossiers
en fait, dans les services départementaux et les centres de règlement, en 1960, représentait 100 km linéaires pour toute la France. Vous imaginez, si on mettait les boîtes les unes à côté des autres, on irait plus loin que de Paris à Chartres. C'était une masse, évidemment 6 millions de dossiers, hein, c'était une masse ingérable. Donc, la solution dans ces cas-là, c'est d'éliminer. Alors voilà, la question aussi, c'est de savoir, on n'élimine pas sauvagement. Hein. Dans les archives, on n'élimine jamais sauvagement. Sauf, enfin, il y a des accidents tels que les inondations, etc. Mais il y a des règles très très strictes pour éliminer les dossiers. Alors, il y a une circulaire en 62, une circulaire de la direction des archives de France au directeur d'archives départementales qui dit, bon, vous allez éliminer les dossiers de dommages de guerre que vous avez déjà en votre possession, mais vous gardez ceux qui ont un intérêt historique ou, de temps en temps, une commune, par exemple, tous les dossiers qui concernent une commune. Bon, on va pas gloser sur l'intérêt historique, c'est quelque chose qui change au fil du temps, l'intérêt historique. Hein. Bon, ça c'était une circulaire. Mais il y en a une autre qui était à peu près en même temps, qui était une circulaire du ministère de la Construction, c'est-à-dire le successeur du MRU, à ses services, et qui a dit « Vous éliminez tous les dossiers d'allocation mobilière, sauf ceux qui ont un intérêt historique, c'est facile à déterminer ça, les dossiers de contentieux, ou ceux dont les titulaires ont demandé à bénéficier de la loi Brugge. » Alors là, j'ai été obligée d'aller chercher ce que c'était que la loi Brugge. Alors figurez-vous que la loi Brugge, ça veut dire Bundesrückerstattungsgesetz. C'est une loi fédérale allemande de 1957 qui a été amendée à plusieurs reprises et qui visait à indemniser les victimes de spoliation. Et ça, quelle que soit leur nationalité. Donc, pour la France, c'est le Fonds social juif unifié qui s'est beaucoup occupé, mais il n'est pas le seul, mais c'est lui principalement qui s'est occupé des indemnités dues au titre de la loi Brugge. Et le ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme a, justement, par ces dossiers, par les dossiers de dommages de guerre qu'il conservait, permis d'instruire des dossiers pour la loi Brugge. Sauf que, je vous ai dit tout à l'heure, les dossiers conservés par les demandes qui ont pu être émises par les sinistrés pour des allocations d'indemnisation des dommages de guerre ne pouvaient être émises que par des Français. Donc, les Juifs étrangers ont été indemnisés via la loi Brugge, pas par l'État français, sauf au titre du service des restitutions et puis d'autres procédures, mais en tout cas pas par la procédure des indemnisations des dommages de guerre. Donc il y a eu donc une grande campagne d'élimination. Vous voyez que les critères étaient quand même un petit peu lâches, on va dire. Alors, voyons voir comment cela s'est traduit au niveau des archives de Paris. Voilà, les dossiers se présentaient comme ça. Vous voyez RB. Alors, on n'a toujours pas éclairci ce que signifiait RB. Je suis désolée, je ne sais toujours pas. Le numéro et DOM. Alors ça, par contre, on a éclairci. On a fini par comprendre ce que signifiait DOM. Je vous en parlerai. Alors, à Paris, comment ça s'est passé? Regardez bien. À Paris, dans les services du MRU, on a détruit tous les dossiers de biens mobiliers dont le montant était inférieur à 1 million d'anciens francs. Autrement dit, toutes les personnes modestes, on ne trouve plus de dossiers des personnes modestes. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais voilà. Ça a représenté 134 000 dossiers pour le département de la Seine, soit 240 mètres linéaires.
Ah. Oui, on ne pourrait pas en faire autant aujourd'hui, de cette manière-là en tout cas. C'est incroyable. Donc, et ils disent, et c'est marqué, hein, c'est marqué 45% pour le seul département de la Seine, soit 13 tonnes de documents pour le département de la Seine. Je vous laisse imaginer ce que ça représentait. Donc, vous voyez l'impact sur la recherche. Hein. C'est qu'aujourd'hui, c'est les dossiers des personnes modestes, on ne va pas les trouver, et les demandes d'allocation d'étrangers, il n'y en a pas. Bon, alors, les dossiers ont été versés aux archives de Paris en 1968, d'autres en 1974, d'autres en 1984, et ils sont très bien inventoriés. Donc je remercie Guillaume Naon et Monsieur Tuchet qui m'ont permis d'y avoir accès très facilement. Donc ils sont extrêmement bien inventoriés, et il s'agit des versements 50W et 1131W. Mais alors, mon 1978 0332 que je trouve aux Archives nationales. Pourquoi est-ce qu'il est aux Archives nationales? Alors je vais vous dire tout de suite, j'ai pas trouvé, j'ai pas compris. Ce que je peux dire, c'est que il est certain, puisque j'ai fait une comparaison, que les fonds conservés aux Archives nationales, j'ai regardé les numéros, les dossiers, j'ai comparé. Visiblement, les dossiers que nous conservons aux Archives nationales rentrent dans les manquants des Archives de Paris. Il semble bien que ce soit une extraction, que ce soit un tout petit sous-ensemble du gros fonds qui est aux Archives de Paris. Alors, je me suis demandé, est-ce que l'extraction qui a été faite, est-ce qu'elle a un sens ? Ou bien, est-ce qu'il s'agit tout bêtement d'une erreur d'aiguillage et d'un fonds qui a mal été orienté par le ministère vers les Archives nationales au lieu de venir à Paris? Donc la question va rester posée. Je peux pas vous en dire plus là parce que je ne sais pas. Donc, on va prendre le temps maintenant de rentrer plus avant dans le contenu des dossiers parce que c'est ça quand même qui est vraiment fort intéressant et qui apprend beaucoup de choses. Alors, moi, ma question, c'est est-ce qu'il s'agit de dossiers d'indemnisation de spoliation, Bon. Alors, si je regarde les fonds conservés à Paris, donc ils sont plus importants en volume, ils sont très bien traités dans un inventaire, et comme vous allez le voir, ça c'est une mauvaise photographie de l'inventaire qui se trouve ici, juste au-dessus de nous. Eh bien, il est classé par nom, il est classé par numéro, et il est classé par rue. Toutes les rues de Paris sont touchées. Alors là, je vous ai pris une page où on trouve le Faubourg Saint-Antoine, la rue du Faubourg Saint-Denis et la rue du Faubourg Saint-Honoré. J'ai essayé de faire vaste. Et donc vous voyez, des gens sont touchés dans toutes les rues. Sauf que on a une clé là, DI, DOM, MUC, DO, SP. Ça, c'est une clé pour comprendre ce dont il s'agit exactement. DOM, ce sont les dommages de guerre, puisque ça s'appelle comme ça, mobilier dû à l'occupant et qui portent sur du mobilier familial. MUC, c'est du mobilier d'usage courant. Pour vous donner un exemple, parce que j'ai eu du mal à faire la répartition, et d'ailleurs les services administratifs aussi. Pour vous donner un exemple, quelqu'un qui entreposerait dans un garage sa canne à pêche, la canne à pêche, c'est un mobilier d'usage courant, mais ça n'est pas un mobilier familial. Tandis qu'une armoire, c'est un mobilier familial. SP, ça concerne les services publics. DI, des dommages industriels et commerciaux. PN, des dossiers de priorité nationale. Vous voyez, il y a toute une déclinaison. Et là, je ne sais pas si on en a, mais je crois Z, c'est pour ça que j'ai choisi cette page. On a Z. Z, c'est un dommage immobilier. Donc là, c'est l'immeuble qui est touché. Bon. Donc vous avez une vue, c'est vraiment tout Paris qui est touché. Et non seulement tout Paris, mais ici, aux Archives de Paris, les dossiers concernent largement plus que le mobilier familial. Parce
que j'ai trouvé moi aux Archives nationales. Ici, il s'agit de la mairie du 10e arrondissement. C'est du SP, service public. Alors bon, j'ai prise en fait parce que dans le dossier, il y avait cette explication de l'architecte. La demande porte sur des dégâts qui ont été causés lors des combats de la libération de Paris. Et bon, vous savez que maintenant je travaille au musée qui s'occupe, au musée du Général Leclerc et de la libération de Paris. Et donc là, on sait qu'il y a eu des dégâts parce qu'il y a eu un tir oblique de chars. Pour nous, c'est intéressant de savoir où étaient positionnés les chars. Il y a aussi un dossier qui s'appelle Archives de Paris. Là, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va apprendre? Que, en fait, il y a eu des fonds qui ont été détruits. Bon, je vous rassure, il y a eu des petits dégâts, soit rien du tout. Il y a eu des travaux urgents de clôture et de couverture qui ont été demandés, mais oui, 44, donc, et il y a eu des travaux tout de suite, et il y a eu aucun dégât sur les fonds. Les archives de Paris n'étaient pas ici à l'époque. Voilà. Donc, et puis, donc ça c'est pour les fonds conservés ici. Alors, les fonds conservés aux Archives nationales, eh ben, il y en a aussi qui concernent, qui sont un petit peu, je dirais, marginaux par rapport au mobilier familial. Vous avez cette demande d'un certain René Coty. Oui, c'est bien lui, René Coty. Monsieur René Coty, alors lui, il fait une demande. Eh oui. Il fait une demande parce que, tenez-vous bien, en août 44, lors des combats de la libération de Paris, il y a eu un petit éclat qui est venu casser un petit peu la glace de son armoire. Alors je peux vous dire que le service du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme s'est fendu d'une lettre très polie, mais lui disant que non, il ne serait pas indemnisé pour cela. Alors on trouve aussi, c'est très étonnant, des dossiers de demande d'allocation de biens mobiliers qui concernent, regardez, des consuls. Puisque là, c'est le consul général de France à Mons, en Belgique. Évidemment, oui, quand on y pense, effectivement, il a certainement été lui aussi pillé. Et puis, voilà, je vous montre aussi quelque chose que j'ai trouvé. C'est le dossier de demande d'indemnisation d'un ex-gendarme qui a perdu, donc qui fait un inventaire, et il était à la Cité de la Muette. Voilà, bon. Pas de commentaire. La Cité de la Muette étant le camp d'internement et de transit des Juifs de France vers la déportation. Donc on trouve vraiment des choses qui sont marginales, si vous voulez, à la question des spoliations des Juifs. Ceci dit, on trouve, je vous ai dit que les dossiers des personnes les plus modestes avaient été détruits. On en trouve quand même beaucoup aux Archives nationales. Alors là, je vous ai mis, voilà, un inventaire qui tient sur une page. Voilà, l'entrée, un tapis, une glace, une applique murale, un porte-manteau de tableau, vraiment une description très pardon, une description très sommaire et qui indique que finalement tout est parti, mais ce tout était très petit aussi parfois, très modeste. Et alors, il y a aussi, parmi les dossiers de dommages mobiliers, d'indemnisation, il y a des confusions. C'est-à-dire que, je vous ai dit, il y a des DOM, MUC, enfin, qu'est-ce qui relève de quoi? C'est parfois un petit peu difficile. Et alors là, moi, j'ai pas résisté au fait, bien que ce soit aux Archives de Paris, pas aux Archives nationales, mais de vous montrer un dossier que j'ai trouvé absolument formidable. Il s'agit du dossier d'un certain Vladimir Yankelevitch.
un quai aux Fleurs, qui est un grand professeur, en fait, qui est donc un professeur de philosophie, un musicologue, enfin, un grand chercheur. Et donc, Monsieur Yankelevitch fait une demande d'allocation. Donc, il habite quai aux Fleurs. Il fait une demande d'allocation et puis il précise dans sa demande d'allocation, voilà, que en fait, il a déjà reçu un petit peu en nature de l'entraide française. Bon, on en reparlera éventuellement si ça vous intéresse. Un petit peu de vaisselle. Et du service des restitutions du ministère de l'Éducation nationale, 328 volumes, qui proviennent de la sous-commission des livres de la commission de récupération artistique. Parce que les livres avaient un statut spécial. Donc on lui a fourni de la vaisselle et il a réussi à récupérer quelques livres. Mais bon, il fait une demande d'indemnisation et il explique qu'on lui demande un petit peu beaucoup. Il explique qu'il a eu un enlèvement global de mon mobilier, la totalité des objets garnissant mon appartement, mais bien entendu, les témoins, ne peuvent certifier les quantités de chemises et de serviettes qui étaient contenues dans les armoires. Et je ne sais où l'on pourrait trouver en général un témoin authentique de pareils détails. Bon, donc lui, voilà, il demande quelque chose de forfaitaire et alors ça, on rentre vraiment dans une intimité, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'il avait 3 complets usagés, une douzaine de chemisettes, des caleçons, des slips, 2 paires de draps. Vous voyez, il est quai aux Fleurs et il a quand même, enfin c'est pas, notez qu'il avait des bas de laine, des tricots, chandails, mais il peut pas dire combien, 2 pyjamas, des chaussettes, alors là, et des souliers usagés, 3 paires. C'est quand même extraordinaire. Mais parce que lui, en fait, ce qui l'intéresse, alors il va faire un inventaire de son mobilier, le monsieur. Il fait un inventaire de son mobilier c'est la même chose, c'est du même tonneau. C'est-à-dire que il explique qu'il a des chaises de cuisine du bazar de l'hôtel de ville. Bon, un réchaud à gaz d'occasion, donc vous vous demandez s'il se moque pas un petit peu des services du MRE, mais surtout, la bibliothèque professionnelle. C'est ça qui l'intéresse. C'est sa bibliothèque. Et donc, lui, il explique que c'est quand même 40 000 francs. C'est pas rien. Donc, il insiste, il refait des inventaires, on lui redemande des inventaires. Il insiste, il explique mon mobilier, c'est peut-être, total 100 000 francs, mais ma bibliothèque. Bon, on lui fait remplir encore des fiches de renseignement. Il a été indemnisé pour son mobilier, d'accord, mais sa bibliothèque professionnelle, c'est ça qui intéresse. Bon, et on a la chance d'avoir l'inventaire de sa bibliothèque professionnelle. Donc vous voyez on va pas rentrer dans le détail des livres parce que c'est pas du tout le propos, mais enfin, on peut avoir dans ces dossiers qui ont énormément de chair, finalement, le détail de la bibliothèque d'un professeur d'université, voilà. Et on sait donc ce qu'il avait comme livre. Bon, à la fin, il n'en peut plus, il écrit un courrier et il explique en fait il s'agit d'une bibliothèque professionnelle. Ah, ça change tout. Alors on va lui faire un nouveau dossier, un dossier pour indemnisation de matériel professionnel. Et les choses vont un peu rentrer dans l'ordre. Donc je vous ai montré tout à l'heure l'inventaire d'une personne très très modeste. Là, je vais vous montrer, à contrario, un autre dossier, le dossier de la famille Perkel. La famille Perkel, donc, elle est française, forcément, sans ça, elle n'aurait pas fait de demande. Le monsieur est publiciste, faut comprendre publicitaire, et il habite avenue Georges Mandel, dans le 16e arrondissement. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que, vous allez voir, le monsieur dit qu'il a été pillé courant mars 1944, pillage par les Allemands, qui ont laissé l'appartement absolument vide. Bon, ça, on trouve souvent cette mention.
les photographies des lieux pourront être communiquées. Ah, photographie. Alors l'inventaire, il y en a des pages et des pages et des pages. Simplement, je vous laisse un petit peu apprécier qu'il y a des très belles carpettes de Smyrne, des porte-manteaux, des chaises. On est très loin du premier inventaire que je vous ai montré. Hein. Un très beau canapé, des sujets en bronze, en marbre, un service à thé Louis-Philippe, massif en porcelaine. Oui, on est très loin de Monsieur Joselovitch. Et, alors, chose rarissime, hein, sur tous les dossiers que j'ai pu consulter, bah, regardez ce qu'on a trouvé, les photos. On a une dizaine de photos. Et donc là, je rejoins complètement l'intervention donc d'Isabelle Bacouche et de Sarah Gainsbourger. C'est qu'en fait, eh ben, on a l'autre côté. Elles ont les photos, en fait, qu'ont fait les Allemands des biens pillés. Et là, on a l'autre côté. C'est très rare, hein. Moi j'ai pas vu d'autres photos comme ça. On a les photographies de l'appartement complètement dévasté. Alors, donc là sont donc des photos des archives nationales. Là c'était probablement une tête de lit. Hein. Ici, la cheminée. Là, l'appartement mais complètement vidé. Et vous voyez, bon, il y a une image un petit peu en surimpression. Donc, il n'y a absolument plus rien. Donc, vous imaginez face à l'inventaire, c'est incroyable. Ici, je rejoins complètement ce que disent mes collègues. Regardez, c'est complètement saccagé. On a retiré jusqu'aux ampoules, on a tiré sur les fils. Donc, d'autres vues de ce très très bel appartement. La cheminée. Intégralement vidée. Les armoires complètement vidées. Et jusqu'au papier peint qui a été arraché. Donc là, vous avez vraiment un côté extrêmement sauvage, et ce côté vraiment jusqu'au boutiste, qui nous a fait penser qu'effectivement, de toute façon, étant donné que c'était un pillage mobilier et qui allait jusque-là, en fait, c'était vraiment la spoliation, ce qu'on appelle la spoliation des Juifs. C'est-à-dire que vider tout, sans faire d'inventaire, puisque de toute façon, il n'y aura pas restitution dans l'esprit des Allemands, brûler les papiers, brûler les photographies, réutiliser immédiatement l'ensemble de tout le mobilier, toute la vaisselle, sans laisser place à des restitutions. C'est donc la politique d'effacement, hein, un effacement qui a été physique et qui a été aussi matériel, comme on peut le constater, cette volonté d'extirper les Juifs d'Europe. Et alors, ce qui était quand même assez étonnant, c'est que finalement, donc vous voyez cette violence, eh bien dans les dossiers, ça n'apparaît pas. Alors ça n'apparaît pas parce que ce ne sont pas des dossiers de demande d'indemnisation de spoliation, hein, ça concerne les sinistrés en général. Mais franchement, très rares sont ceux qui, comme ce monsieur, indiquent dans la case nature du sinistre, là, les Allemands... alors, attendez, je l'ai renoté parce que c'est illisible. Les scellés ont été posés en avril 42, le déménagement en octobre 42 par les Boches, motif de confession israélite. Et bien ce type d'information, on l'a pas. Les gens marquent simplement piller. Alors piller, c'est le mot à l'époque, hein, mais les gens n'indiquent pas. Hein, la confession israélite, motif racial, c'est extrêmement peu courant. Donc c'est pour ça qu'on s'est posé la question de la nature du sinistre, si vous voulez.
Pourtant, il y a assez peu de doutes parfois. Voilà, le dossier de la famille Groner. Hein. Vous voyez, la famille Groner, décédée en 42. Bon, l'épouse était décédée en 39, donc pas du tout concernée. Jacques Groner, lui, décédé en 1942. Il reste plus que Suzy. Voilà, et très souvent, il arrive que des dossiers soient faits pour les parents par les enfants, et même que parfois les dates de naissance soient fausses, les lieux de naissance soient très approximatifs, parce que les enfants ne le savent pas forcément. Autre problème, là, le dossier de Madame Lévy. Donc vous voyez, toutes ces personnes déportées, tous déportés non rentrés. Et donc, ça oblige, et on en trouve trace, à faire des requêtes, comme celle-ci, pour Madame Lévy, des requêtes afin de nomination d'administrateurs provisoires. Celle-là date de 48, parce que les déportés ne sont toujours pas rentrés. Et il faut bien solder les questions de dossiers de demande d'indemnisation, parce qu'il faut faire vite. Il y a des forclusions, donc il faut aller vite. Et donc il y a bien la présence de la spoliation, il y a la présence aussi de la déportation dans ces dossiers. Alors moi, je me suis interrogée sur le fait que les gens ne parlaient pas, ne faisaient pas trop état de confession israélite, et je me suis dit que finalement, c'était des Français, c'était avant tout des Français qui avaient été pillés, et que c'était comme ça qu'ils voulaient se présenter dans les dossiers administratifs. C'était d'abord se présenter comme des Parisiens. Voilà, réintégrer la communauté nationale, ne plus être objet d'exception. Donc c'est mon explication, encore une fois. Ne plus être objet d'exception, mais rentrer dans la communauté nationale. Donc voilà, au terme de cette communication, vous voyez que je ne sais toujours pas pourquoi j'ai un fonds qui porte sur des dossiers de demande d'indemnisation du MRU aux Archives nationales, que je pense qu'il s'agit sans doute d'une erreur d'aiguillage, mais qu'en tout cas ce fonds concerne majoritairement des dossiers d'indemnisation de la spoliation, même si elle ne dit pas ce nom-là, et même si on ne trouve en aucun cas, dans tous ceux que j'ai regardés, il n'y avait jamais mention d'objets religieux dans les inventaires. Il s'agit quand même bien de la spoliation des Juifs. Voilà, je vous remercie. Je suis à votre disposition pour les questions. Bon, c'était très intéressant, mais moi je pensais que vous alliez... Ah. Non, c'est moi. Voilà. Je pensais que vous alliez parler des destructions industrielles. Et est-ce qu'il peut y avoir un cumul, par exemple, je pensais par exemple à des blanchisseries à Boulogne-Billancourt, il y a eu beaucoup de bombardements, il y a eu à la fois des machines et puis le bâtiment. Et enfin, je veux dire, il n'y a pas d'archives pour ça aussi? Mais si, elles existent, aux archives de Paris, il n'y a pas de problème. Ah. Ce que je vous ai dit, c'est que moi, dans le fonds dont j'avais la charge aux archives nationales, il n'y en a pas. Mais aux archives de Paris, oui. Il y a une indication spécifique pour les dommages industriels et commerciaux. Oui. Et donc, vous pouviez cumuler les demandes d'indemnité. Voilà, vous pouvez cumuler. Voilà. Oui. Pour du mobilier, d'usage courant, pour du mobilier familial, pour professions libérales, des professions libérales qui souvent, et là, ça concerne aussi beaucoup les Juifs, parce que le pillage, souvent les professions libérales exerçaient dans leur appartement. Et donc, il y avait à la fois pillage du mobilier familial et pillage de tout ce qui est relevé de leur activité. Donc, on pouvait cumuler comme ça les dossiers. Ouais. Et en ce qui concerne l'industrie, il y avait des experts pour évaluer les valeurs des entreprises Alors, pour l'industrie, je ne sais pas. Mais je peux vous dire que pour ce qui est des biens mobiliers, que j'ai vraiment regardé de près, vous aviez plusieurs possibilités. Soit vous aviez une police d'assurance, alors je calque, c'est peut-être comme ça pour les biens industriels. Vous aviez une police d'assurance récente qui donnait vraiment une évaluation très précise et qui permettait une indemnisation assez proche du réel. Mais le plus souvent, vous aviez un forfait.
Et donc, c'était un forfait qui était assez complexe, qui était mis en œuvre. Et donc, vous trouverez certainement ces dossiers-là. Il y a vraiment des dossiers assez importants qui concernent le calcul du montant de l'indemnité dans chacun des dossiers de demande d'allocation. Et je vais faire vite. Et j'étais aussi étonnée de voir qu'il y avait vraiment des casseroles, enfin des choses comme ça. Alors, en ce qui concerne les personnes juives, elles ont été vraiment pillées à la rentrée. Il n'y avait rien, il y avait même pas une photo. Enfin, c'était l'horreur. Mais en ce qui concerne les civils qui ont subi des bombardements, il y avait quand même peut-être d'autres priorités que 3 casseroles. Enfin, des civils non juifs. Je veux dire des Français non juifs. Enfin, je veux pas. Vous voyez ce que je veux dire? Que de réclamer 3 casseroles ou... quand vous êtes sinistré et que vous n'avez plus rien... Quand la maison est... oui, mais ils faisaient une demande pour être indemnisés au titre de leur logement et puis au titre de leurs biens. C'est normal, vous n'aviez plus rien. Enfin, dans le cas des personnes bombardées... Oui, mais dans le cas des personnes bombardées, il restait plus rien aussi. Donc il fallait bien faire une demande d'indemnisation. Si vous voulez, il y avait des associations, des institutions qui ont donné du mobilier pour permettre aux gens. On pourra en reparler. Oui. Mais pas que. Oui. Oui. Il y a Saint-Lô, par exemple, je connais bien le problème, il n'y avait plus rien du tout. Oui, s'il vous plaît, une simple hypothèse. Si on essaye de regarder les problèmes de financement de ces indemnisations, il n'y aurait pas lieu d'imaginer qu'il y ait une querelle, de litige entre 2 financeurs différents et pour se séparer les dossiers. Alors pour les financements, c'était clairement... chaque financement tenait compte des autres. C'est-à-dire que les indemnités ne s'ajoutaient pas, elles ne se cumulent, enfin, si vous voulez, elles tenaient compte à chaque fois de ce qui avait déjà été engrangé au titre d'autres indemnités. Par exemple, pour ce qui est de la loi Brugg, des indemnisations au titre de la loi Brugg, ça tenait compte de ce qui avait déjà été versé au titre des indemnités dommages de guerre. Donc il n'y avait pas de cumul, si vous voulez. Il y avait, on pouvait toucher un peu plus, mais en tout cas, on tenait compte, y compris quand vous aviez été secouru par l'entraide française, par exemple, et que vous aviez déjà reçu quelques meubles pour pouvoir un petit peu recommencer à vivre. Et bien, tout ça a été décompté. Je ne peux pas vous le dire. Réellement, je n'ai pas étudié ça. Certainement, oui, certainement important, mais ça, je ne m'avancerai pas parce que vraiment, je ne l'ai pas du tout étudié. Mais la reconstruction, de manière générale, c'était vraiment... c'est un pan énorme de notre histoire économique. Il y avait aussi le plan Marshall. Madame, je voudrais savoir si l'on est certain, quand la personne écrivait appartement pillé par les Boches, etc., si vraiment ils avaient tout pris ou s'ils n'avaient pas oublié de fermer la porte avant d'avoir pris l'essentiel. Par exemple, les ampoules électriques et tout ça, je suis un peu étonné. Je connais quelqu'un dans ma famille qui avait été, dont la maison avait été occupée par les Allemands en 1940. Et on avait pris pas mal de choses et mon frère avait retrouvé son petit train mécanique chez des voisins après. Oui, alors, deuxième question, est-ce que l'Allemagne a payé des dommages de guerre? Est-ce qu'elle était tenue, comme après en 19 après le traité de Versailles par exemple, est-ce qu'elle était tenue de payer des dommages de guerre? L'Allemagne a payé. L'Allemagne a payé. Pour aller vite, l'Allemagne a payé. Il y a eu une loi d'indemnisation des personnes, et puis cette loi Brugg qui était l'indemnisation des biens. Et effectivement, l'Allemagne a payé de manière plus générale. Pour ce qui est de... Vous évoquez l'occupation des Allemands, des troupes allemandes, qui est, je dirais, un crime de guerre connu.
Hein, à chaque fois qu'il y a guerre, il y a ce type de pillage, il y a ce type d'invasion, etc. Ça, c'est du connu, je dirais. Hein. Effectivement, probablement les Allemands ont pris, les Allemands ont laissé. Allez savoir ce qui s'est passé ensuite, probablement. Dans le cas de la spoliation des Juifs, c'est complètement différent. Hein. Il s'agit non seulement de prendre pour fournir à d'autres, hein, aux sinistrés allemands par exemple, mais il s'agit d'éradiquer. On est dans l'Ausrottung, on éradique. Donc là, on ne laisse plus rien ne doit subsister. C'est un peu compliqué à comprendre aujourd'hui, ça laisse un peu pantois, mais c'est réellement une idéologie. Hein. Voilà. Qui est-ce qui a indemnisé les villes détruites comme Caen ou Saint-Nazaire, choses comme ça, parce que la France n'avait plus d'argent. Enfin, peut-être un peu le plan Marshall que vous avez évoqué là. Oui. Écoutez, je peux pas vous dire ça exactement. En plus, j'ai honte parce que je l'ai lu, je l'ai su. Mais effectivement, je vous conseille de lire les travaux d'une chercheuse qui s'appelle Danielle Waldman, et que j'ai lu quand j'ai commencé à m'intéresser à la question. Et puis, j'ai un peu oublié. Mais elle explique, dans mon souvenir, elle explique très bien cette partie-là. Comment ça s'est fait, comment ça a été programmé et comment ça a été financé. Danielle Waldman, Waldman. Parce qu'en réalité, ces villes, elles ont été détruites par les Alliés. Tout à fait. Oui, alors, première observation, c'est pas une question, mais on nous parle tout le temps des 30 Glorieuses. Alors bref, les 30 Glorieuses, c'était quoi? Est-ce que c'était la reconstruction? Voilà, c'est une première observation. La deuxième, c'est que vous parlez des pillages, mais il y a des Français, en quelque sorte, qui ont été aussi pillés lorsque les Allemands débarquaient chez eux, dans certaines propriétés, dans certains châteaux et ainsi de suite. Bref, revenons sur cette question de remboursement, en quelque sorte. Voilà, vous avez dit que c'était les Allemands à la fin de la guerre qui ont payé, mais bon, bref, voilà, comment on a retrouvé tous les fonds nécessaires à cette indemnisation, voilà, très douloureuse. Donc, les dommages de guerre, les indemnisations, ne concernent que les Français. Donc là, tout ce dont je vous ai parlé, il s'agit de Français. Hein. Donc, ce ne sont que des Français. Bon, ils ont été pillés pour diverses raisons, mais ce ne sont que des Français. Donc ça, ce sera ma première remarque. Ils ont tous fait l'objet de la même procédure. C'est exactement pareil dans tous les cas. C'est-à-dire que l'évaluation du dommage, c'était l'évaluation de la nature du dommage. Est-ce que c'était immobilier, mobilier, professionnel, agricole, service public, etc. Donc c'était vraiment très, très normé. Hein, et c'était étudié de la même façon, en fonction de ce qui avait été pris, détruit, et de ce qui restait. Voilà. Ça a été instruit de la même façon. Oui, je vous invite à voir les travaux de Danielle Waldman qui expliquent tous les mécanismes de financement avec l'aide du plan Marshall. Et, parce qu'il y avait une inflation considérable entre les années où ça a été, où les faits se sont passés, les destructions, les spoliations et les réparations. Alors comment quel était le système? Est-ce qu'on réactualisait ou on prenait une base tarifaire, un barème? Bah écoutez, maintenant vous m'en parlez. C'est vrai que j'ai peu ouvert les dossiers de règlement, je dois dire. Mais effectivement, il me semble qu'il y a un barème. Il y a un barème et je n'ai pas... j'ai pas regardé s'il était réactualisé. Mais c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Et
Probablement. Mais je n'ai pas regardé. Pour les infrastructures, c'est l'État, enfin, pour tout ce qui était les infrastructures, les voies ferrées, les choses comme ça. Oui, c'est l'État. C'est l'État. C'est l'État. C'est le fameux SP, service public, et ça a été pris en compte, oui. Mais tout est l'État, si vous voulez. Hein. Donc tout est... Les ponts, tout- enfin, oui. qui avaient explosé, enfin. Et ça dépend d'une procédure ou d'une autre. Et Mais même si- tout a été pris et même en si- charge. Si les ponts avaient sauté avec des maquisards et tout ça, c'était... enfin, Non, vous voyez, je vous ai montré des dommages qui ont été faits lors des combats de la Libération. Oui, il y avait marqué par des chars, mais bon, ça aurait pu être... enfin, il n'était pas indiqué que c'était forcément... Alors, normalement, ne devait être pris en compte que ce qui était dû à l'occupant. oui. Hein. Donc, voilà, c'est les dommages pour cause d'occupation, enfin d'occupation entre guillemets, hein, parce que c'est plus la même chose quand même, hein, vous savez bien. Les dommages dus au fait de la présence des alliés ou des destructions du fait des résistants ne devaient pas rentrer dans le cadre de cette indemnisation. Là, il s'agit vraiment des dommages de guerre causés par l'occupant. Donc il y avait d'autres procédures, d'autres processus normalement pour ce qui était dû à des causes dues aux Alliés ou dues aux Français libres, etc. Je voulais ajouter une précision en ce qui concerne la dérive monétaire. Il est évident qu'en France, il y a un vieux principe, c'est ce qu'on appelle le nominalisme monétaire. En droit français, et surtout à l'époque, un franc, c'est égal à un franc. Donc à l'époque, on ne tenait pas compte, on ne pouvait pas tenir compte, et on ne tenait pas compte de la dérive monétaire, et les gens ont été remboursés, parfois certes très longtemps après, mais suivant le prix du dommage tel qu'il avait évalué ou tel que l'administration l'avait reconnu. Mais voilà, ça aurait été absolument... D'abord, ça aurait été reconnaître qu'il y avait de l'inflation, ce qu'un gouvernement ne pouvait pas admettre de toute façon. Surtout à l'époque, on ne pouvait pas admettre qu'il y avait une inflation. Et on s'en tenait toujours à ce vieux principe qui a été réaffirmé dans une ordonnance de 1958, qu'un franc est un franc. Donc, Merci. Merci. Ça s'est pas passé de cette façon-là sous la Révolution française, ou au contraire, quand on a indemnisé les émigrés dont les biens avaient été vendus comme biens nationaux, quand on les a indemnisés sous la Restauration, on a effectivement tenu compte de la valeur réelle des biens au moment, et surtout pas de leur valeur en assignat, parce que sinon ça aurait coûté beaucoup plus cher à l'État. Donc je pense que quand l'État doit payer moins, je pense que le nominalisme l'intéresse, mais quand c'est pas le cas, je pense que voilà. Une question au point de vue bien. L'administration était dotée de registres fonciers, immobiliers, pour les impôts locaux. Est-ce qu'il y avait une administration des domaines à cette époque? Bien sûr, oui, évidemment. Tout ça existait. Ah bah oui. Donc ça pouvait fournir... le cadastre pouvait exister. Mais là, on parle de biens mobiliers, monsieur, pas de biens immobiliers. Le cadastre vous renseigne sur les biens immobiliers, pas sur les biens mobiliers. Oui. Mais c'est quand même une solide infrastructure. Hein. Ben, s'il n'y a plus de questions, je pense qu'on va clore la séance. Je vous remercie encore Merci. D'être venu. Et donc, je vous rappelle la prochaine date qui est le 2 décembre avec Guillaume Piketty. Voilà, merci beaucoup.